Avant de parler du Togo et de l'assurance maladie des agents publics, nous continuons notre périple en Guinée-Conakry, affrontement entre forces de sécurité et partisans de Seloun Dalan Diallo. Adam Adjornou, Oui, vous savez, je pense qu'il y a un facteur qui milite en faveur de Mamadou Doumbouya au regard, disons, de ce mécanisme mis en place pour balayer un peu l'écurie. Certains auraient véritablement cru, au regard des opinions qui divergent sur les méthodes mises en place, qu'il serait peut-être en train de protéger qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on a vu que tout a commencé même dans le camp d'Alpha Condé, dont lui-même il était issu. Puis d'abord, c'était un il y a deux ministres qui ont été pris. Hein. Ouais, il y a oui, un qui est envoyé en prison. Et il y en a plusieurs. D'ailleurs, même je ne pense pas qu'il y ait donc un ministre d'Alpha Condé qui ne soit pas aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Il n'y en a pas. Je ne crois pas. C'est vrai que lorsque vous les pesez, il y en a qui sont... Ils n'ont pas pu quitter le pays, hein, ils sont tous non, là. tous. Il y en a qui sont plus épinglés parce que la cagnotte ramassée était pratiquement au-delà du budget de la Guinée. Donc ceux-là, leur cas est beaucoup plus mis en avant. Mais au même moment, il n'y a pas de ministre d'Alpha Condé qui ne soit pas aujourd'hui inquiété face donc à cette coup de répression qui est mis en place. Donc il y a ce facteur-là qui milite en sa faveur, ce qui fait que d'abord il a commencé dans le camp de ceux-là même qui étaient avec lui par le passé. Et puis il y a l'armée également. Oui, dans l'armée et après l'armée, au niveau politique également, parce que ce sont eux, puisqu'on reprochait d'abord à Mamadou Doumbouya d'avoir mené la répression contre les manifestants, alors que Seloun Dalan Diallo a appelé donc à manifester. Donc c'était quelqu'un qui était donc un irréductible d'Alpha Condé. Donc par rapport à cela, aujourd'hui, quand il a fini donc dans son propre camp, personne ne peut aujourd'hui l'en vouloir quand il a tourné donc les radars vers le camp de l'opposition. Donc je pense que toutes ces actions-là militent en sa faveur et feront qu'il grandirait de popularité en popularité. Parce que quelque part, en arrière-plan, est-ce que quelque part, après la transition, lui-même, il n'a pas l'intention de revenir parce que celui qui viendra après, dans ces élections-là, lorsqu'il ne fera pas la même chose que lui, ou carrément ne montrerait pas disons, des facettes de rigueur dans la gestion de la chose publique. Je pense que ce sont les Guinéens même qui appelleront que Mamadou Doumbouya, on veut plus Mamadou Doumbouya parce que, vu le temps qu'il a passé, il a posé des actes forts et des actes assez louables qui vont dans l'intérêt général. Alors quand on voit aujourd'hui la classe politique guinéenne, si Seloun Dalan Diallo, si Dia Touré sont entre griffes effacées, qui est en face de Mamadi Doumbouya? Oui, non, je pense que les deux leaders de l'opposition, le premier c'est Seloun et celui qui le concurrence dans l'opposition c'est Sidia. Donc toutes les fois qu'il y a eu des sortes de coalitions, dans l'opposition elles ont été dirigées par Seloun ou par moment il y a eu des tentatives de Sidia Touré de prendre le contrôle. Donc ces deux leaders qui peut-être pourront être effacés définitivement. Pour donner la chance à une nouvelle classe, une nouvelle élite politique d'émerger, parce que la scène politique guinéenne aussi a été quelque peu empoisonnée par ces leaders-là, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Et le pays est resté donc dans une situation. Avant d'être du pouvoir, avant d'être de l'opposition. Ils étaient du pouvoir. Voilà, ils ont été des premiers ministres avant d'être opposants. Aujourd'hui, ils étaient des ministres. Donc aujourd'hui, je crois que la junte a fait un bon diagnostic des problèmes du pays et essaie de prendre des mesures dans différents sens qui satisfont les Guinéens en général, parce que j'en ai discuté avec certains qui disaient que la CEDEAO laisse Doumbouya tranquille, il va mettre de l'ordre dans le pays, que ça ne les regarde pas. Bon, peut-être dans un premier temps, c'était l'opposition. Aujourd'hui, quand on s'attaque à ces grandes figures-là, certains ne sont pas contents. Mais globalement, on pense que, comme Madame le disait, qu'il essaie de faire un travail il se lève un peu au-dessus de la mêlée, même si lui-même n'a pas des choses à se reprocher. Il est arrivé en si peu de temps. On sait aussi combien d'immeubles il a à Conakry et tout cela sous Alpha Condé. Donc oui, ça aussi. Voilà, donc en même temps, je crois qu'il doit savoir faire. Ne pas envoyer ces leaders-là en prison, mais avoir cette épée-là quand même sur leur tête. Je pense que derrière tout ça, c'est pouvoir les rendre dociles pour que la transition ne subissent pas trop d'assaut. Et je pense que c'est un peu le calcul qu'il fait. Aujourd'hui, là, les arguments pour les tenir en liesse. Et à la grande satisfaction d'une bonne partie des jeunes Guinéens, vous verrez aussi dans la fonction publique, il y a
plein de départs à la retraite qui n'existaient pas. Des gens sont restés à leur poste, pas forcément des cadres, hein, dans la fonction publique. Donc il est venu, tout ça, il est en train de mettre de l'ordre et les gens apprécient parce que c'est vraiment un bon diagnostic qu'il a fait, hein, des problèmes. Maintenant, est-ce que c'est pendant une transition qu'il faut faire tout ça là, ou est-ce qu'il veut tracer la voie pour que le prochain président puisse continuer, ou tout simplement, il a envie d'être celui-là, hein, qui va être finalement auréolé pour continuer le travail qu'il est en train de faire. Moi, je pense qu'il est dans cette logique. Si la CEDEAO et la communauté internationale, après le Mali et le Burkina Faso, ne reviennent pas à s'occuper de cette transition, je crois qu'il est déjà sur la bonne voie. Travail, diagnostic et calcul qu'il fait et qui vont sans doute le positionner, hein, pour le pouvoir après la transition, même si ce n'est pas lui, un de ses proches peut-être. Non, je crois qu'il fait une très bonne lecture de la situation et il serait encore très fâcheux, hein, dangereux pour la Guinée d'avoir encore des gens comme Cellou Dalein Diallo, Sédi Touré et autres encore à la présidence du Mali. Ça, il faut le dire. Au moins pour animer l'opposition. Non, oui, pour animer l'opposition, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres militants, hein, qui sont dans ces partis. Je crois que c'est le moment pour cette jeunesse-là de pouvoir se mettre en exergue et puis d'animer la classe politique de l'opposition. Hein, ils ont été pendant longtemps dans l'ombre de ces qui ne voulaient jamais partir. Donc aujourd'hui, c'est l'horreur, certainement, la nature horreur de vide, ce vide-là qui va être créé certainement, va leur permettre de pouvoir, pas s'auto-saisir s'il faut le dire, mais de pouvoir déclencher la machine au niveau de la jeunesse pour faire face au pouvoir. Donc moi je dis que le travail qu'il est en train de faire est un travail technique qui se fait, c'est méthodique, et qui se fait et qui va permettre quand même à la Guinée, dans 1 an, 2 ans à venir, une nouvelle figure à la tête de ce pays. Et du coup, aujourd'hui, l'opposition, comme ceux qui avaient déjà dirigé, ceux qui sont du côté d'Alpha Condé, doivent savoir que le temps, c'est vrai qu'en politique, on ne meurt pas trop vite, mais je crois que leur époque on est en train d'être révolue, on est en train de tourner la page, et il ne va pas falloir qu'ils s'accrochent, hein, ils s'y accrochent, sinon les dossiers... Comme Alpha Condé les dossiers les plus venimeux, s'il faut le dire, vont encore sortir. C'est là même, c'est la prison, parce que là il veut faire de telle sorte à ne pas les envoyer en prison, à faire de telle sorte qu'ils sachent que il y a le bâton qui est en train de peser sur eux et qui doivent savoir se comporter. Donc je crois que c'est une bonne chose, mais qui mène cette politique-là jusqu'à la fin et permettre qu'à une nouvelle génération d'hommes politiques viennent au pouvoir en Guinée. Allez, on quitte la Guinée-Conakry pour le Togo. L'assurance maladie des agents publics à 10 ans. Adam Adjournou. Oui, à l'inauguration de l'assurance maladie au Togo, c'était une assurance qui était beaucoup porteur d'espoir. Et à 10 ans, quel bilan donc pouvons-nous retenir? Pour certains, c'est un bilan assez mitigé. Mais je pense que lorsque nous comparons les termes en réalité de la création donc, de cette assurance-là, je pense que le but a été largement atteint. Pour la simple et bonne raison qu'avant 10 ans, vous allez constater que nous sommes partis de l'assurance maladie à l'assurance maladie universelle. Et le chemin a été aussi un chemin assez long. Vous allez constater que nous sommes arrivés pratiquement à s'en préoccuper. D'abord, nous prenons les artisans et les autres corps de métier qui sont donc rajoutés. Et je pense que la préoccupation majeure du chef de l'État, c'est de permettre à chaque Togolais de pouvoir donc se soigner. Or, dans nos cultures, nous n'avons pas encore intégré pratiquement cette question de se soigner qui devait être à l'aune non seulement de la bonne santé, mais au même moment, nous attendons de tomber malade pour sentir le besoin donc de se faire sentir, de se faire donc soigner. C'est ce qui amène aujourd'hui un certain nombre, en tout cas les fonctionnaires, pour la plus grande partie d'entre eux, qui sont donc à un moment donné rebellés contre, disons, le mécanisme mis en place donc pour penser un peu les fonds sur leur, disons, dû. Mais au même moment, je pense que quelque part, qu'est-ce qui était donc l'objectif, c'est de permettre à ce qu'on puisse avoir l'équité. L'équité, puisque celui qui n'a pas assez puisse être
compensé par celui qui en a au moins un peu. C'est un peu l'idée. Donc pour certains, ils estiment qu'il y a une certaine discrimination. Et je pense que la discrimination ne s'est pas véritablement faite exprimer dans le cheminement fier. Et là, je salue au passage Madame Myriam Dossou, l'actuelle ministre du Développement à la base, qui a été, depuis l'inauguration de l'INAM, directrice générale, et qui a usé beaucoup de parcimonie pour permettre aux gens de pouvoir comprendre en réalité le mécanisme qui a été mis en place. Quelque part, c'est vrai qu'il y a eu des sensibilisations, mais les gens n'ont pas véritablement compris. Et donc, je pense qu'il faudrait véritablement saluer, parce que professionnelle dans le domaine qu'elle est, elle a su véritablement user de ce professionnalisme pour faire expliquer un secteur. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, beaucoup qui se rebellaient, c'est pourquoi je parlais de bilans assez mitigés, qui ont estimé que ils étaient donc un peu frustrés par rapport à la manière dont les choses sont faites, ont compris quelque part plus ou moins ce qui a été mis en place. Et cette politique-là a été portée par le chef de l'État de bout en bout. Et vous allez constater qu'à la création de l'assurance maladie universelle, qui s'était dit qu'il devait donc avoir une agence à qui on transférait les prérogatives de pouvoir diriger. Mais on a constaté que ce serait quand même une erreur. Donc on est revenu véritablement remettre l'assurance maladie dans les mains de Myriam Dossou, qui, à mon avis, essaie véritablement d'avoir un travail de titan et qui continue véritablement par faire en sorte que personne ne soit frustré sur le mécanisme mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais peuvent quand même s'en réjouir. On est allé carrément vers même les agriculteurs, il y avait les groupes organisés, vous allez constater qu'il y avait d'abord les cotonculteurs, etc., qui étaient organisés, qui sont aujourd'hui rentrés. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une assurance maladie universelle. Si nous prenons les groupes qui ne sont pas organisés, c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait lorsque vous allez dans les contrées les plus lointains. Les gens s'organisent, mais beaucoup ne comprennent pas en réalité ce qu'il s'agit. Lorsqu'on va demander peut-être à un agriculteur qui a véritablement fait sa récolte et pouvoir véritablement poser son dû sur les besoins qu'il a, il ne peut pas comprendre qu'on lui demande aujourd'hui de débourser l'argent et si demain il tombait malade. Parce qu'il se dit que si je me tombe malade, ce que j'ai... Mais l'idée, c'est de permettre à ce qu'aucun Togolais ne puisse aujourd'hui avoir des difficultés à se faire soigner. Et que le moins nanti puisse être récompensé ou carrément puisse être profité de celui qui a plus. C'est ce à quoi on dit, c'est le principe d'équité qui est en train d'être mis en place. Et je pense qu'à 10 ans, on peut quand même dire que le chemin parcouru a été donc élogieux et a permis à bon nombre de Togolais aujourd'hui, pratiquement tous les Togolais, de pouvoir... Maintenant, je pense qu'il y a un travail derrière qui puisse permettre aux groupes organisés... Parce que on va voir ce travail après... 10 ans après, Germain Sossou, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'assurance maladie? Germain Pouli. Non, j'ai compris. Vous avez l'habitude de recevoir mon homonyme ici. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les agents de l'État dépensent moins pour se soigner. La plupart sont satisfaits du fait qu'il y ait cette assurance-là. Même si au début, ils étaient très réticents parce qu'on leur prélevait à la source cette contribution-là, qui fera que le jour où ils sont en difficulté, ils sont pris en compte sur le plan sanitaire. Donc, vous savez, la culture de l'assurance n'existe pas chez nous. Vous verrez les gens qui prennent l'assurance pour leur voiture. C'est parce qu'ils craignent le policier qui va les arrêter. C'est pas forcément parce qu'ils attendent qu'on répare un sinistre au cas où ça arrive. Donc, les assurances, on n'a pas la culture. Alors que dans le domaine de la santé, c'est obligatoire. Nous voyons tous, quand quelqu'un est malade dans nos communautés, il est presque impossible qu'il arrive à se soigner sans la contribution de ses parents ou de ses amis. Parfois, on lance des cotisations, et les gens sont obligés d'aller le saluer à l'hôpital, de donner de l'argent. Parfois, c'est des gens qui se retrouvent à l'hôpital quand ils n'ont pas de parents et d'amis. Avec des ordonnances, on n'arrive pas à les soigner. Certains sont obligés de replier. Et quelquefois, c'est fatal. Certains perdent la vie parce qu'on n'arrive pas à les soigner. Et c'est un mécanisme qu'on n'expérimente pas, qu'on a déjà expérimenté ailleurs, dans les pays occidentaux. L'assurance est obligatoire d'ailleurs. Vous ne pouvez même pas aller dans une pharmacie acheter de l'aspirine. Et j'allais dire paracétamol si vous n'êtes pas assuré. Ouais. Donc c'est obligatoire. La loi fait obligation. Et bien, ici,
Dans un premier temps, on pensait que les gens vont s'assurer, mais c'est ceux qui sont riches qui s'assurent auprès des assureurs privés. Quand ils sont malades, ils sont pris en charge. Et donc, l'État a mis ça en place pour ses agents dans un premier temps. Et ça a été obligatoire. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils dépensent moins pour se faire soigner parce qu'ils contribuent juste un peu et que l'État prend en charge tout le reste. D'où vraiment l'idée est venue d'étendre cette assurance maladie-là. Et elle a commencé par certains corps dont parlait justement Adam. On a commencé par les artisans. Il a oublié aussi de dire qu'il y a une petite frange de journalistes à travers le syndicat, le Syngit, qui n'a pas totalement pris. Oui, qui ont quand même signé cet accord avec l'INAM pour en bénéficier. L'idéal serait vraiment que tous les journalistes y aillent parce que nous connaissons des difficultés pour nous soigner. Vous allez voir sur des réseaux sociaux parfois des appels à contribution pour venir au secours des hommes de médias qui sont en difficulté, des artistes et un certain nombre de personnes tout simplement parce que ce mécanisme-là n'a pas su jouer. Et heureusement que l'État a plus sur lui maintenant d'instituer l'assurance maladie universelle, comme il a dit, qui sera confié à l'INAM, qui va passer à sa mise en œuvre. Et donc plusieurs étapes aujourd'hui sont avancée. Et l'une des étapes, on en parlait un peu en début d'émission, c'est l'identification biométrique. Ouais. Il faut que chaque citoyen soit enregistré, une identité numérique, ce qui va permettre et faciliter la mise en place d'un certain nombre de projets dans l'assurance maladie universelle. Dans 10 ans aujourd'hui, on arrive à l'extension à tous les Togolais donc de cette assurance-là. C'est vraiment une bonne chose. Le projet appuyé par la Banque mondiale, par exemple, qui a déjà apporté un grand financement, enfin un premier financement d'une 30aine de milliards déjà pour permettre de passer à des prérequis. Et puis donc par rapport à cela aussi, l'État a pris sur lui de construire des unités de santé périphériques dans certains coins où il n'y en avait pas, surtout pour les petits soins, qu'on puisse pouvoir quadriller le pays. Après, il faut aussi passer à la construction des centres de référence aussi où on peut soigner des maladies beaucoup plus compliquées. Et on ne peut que s'en réjouir parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé n'est pas productive. Et on sait qu'aujourd'hui, les soins coûtent extrêmement cher. Quand vous avez un petit palu aujourd'hui, c'est tout votre salaire qui risque de passer. Quand c'est un palu chronique, vous dépensez plus de 30 000 pour vous soigner. C'est pratiquement le SMIC, parfois un peu plus si c'est un peu plus grave. Et donc, on ne peut vivement souhaiter cette extension-là, dont les bases sont déjà posées avec une loi qui a été votée, avec tous ces mécanismes-là qui sont mis en place et avec l'INAM qui a la responsabilité de passer donc à la gestion de l'AMU. 10 ans, c'est un long chemin, Pasteur Redo, commis, il y a eu des limites. Qu'est-ce qu'il faut apporter pour grandir plus? Bon, 10 ans après, il faut faire l'état des lieux. C'est vrai quand même que l'assurance maladie, au début, ça a suscité une adhésion populaire. Parce que nous, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses ailleurs. Au Togo, on n'a jamais fait l'expérience. Donc, c'était une très belle initiative. Sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des acteurs. Il y a des assureurs qui ont souscrit à cette assurance, qui continuent de critiquer, qui continuent de dire que ça a été, c'est de l'anarque, ça a été vraiment quelque chose qui n'a pas réussi, parce que d'aucuns estiment qu'il fallait plutôt mettre des structures, comme il a dit tout à l'heure, des structures de soins périphériques, parce que vous prenez à Dakbanga des endroits où apparemment peut-être les enseignants qui sont là, il n'y a pas d'unité de soins périphériques. Alors comment est-ce qu'il faut se déplacer pour peut-être de là pour aller à Sokodé, pour aller à d'autres soins de santé, Bassa, où apparemment il n'y a pas de... Il faut faire ce genre de distance. Donc, l'idéal aurait été que tous ces endroits-là soient approvisionnés avec des soins des unités de soins périphériques avant de pouvoir mettre l'assurance en place. C'est vrai que ça aurait pu faire... Ça a quand même certainement fait du bien à certains, mais les acteurs continuent par dire que le prélèvement, des fois, est fait de manière comme si à la tête du client. Donc le mécanisme n'a pas été bien compris.
le mécanisme n'a pas été bien compris. Et par la suite, il y a eu des sensibilisations. Je crois que moi, j'avais reçu beaucoup de plaintes que j'ai transmises à Madame Myriam Doussou, beaucoup de plaintes des enseignants que je lui ai transmis. Et elle a échangé directement avec moi sur le sujet, mais les réponses n'ont pas toujours convaincu. C'est ça. Et surtout les enseignants, quand vous prenez les enseignants, leurs réactions sont toujours vraiment très critiques envers cette assurance. Mais c'est vrai, tout à l'heure, Adam disait que avec ça, les gens peuvent se faire soigner quand même sans rond. Ils peuvent se faire soigner et c'est après qu'on le prélève. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il peut y arriver des moments où vous n'avez rien. Vous n'avez rien, mais vous avez la garantie quand même que cette disponibilité de pouvoir vous faire soigner. Maintenant, 10 ans après, il faut vraiment faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et relancer, apporter de nouveau à cette assurance qui, de fait, n'est pas une mauvaise c'est une bonne chose. Est une bonne chose. Maintenant, c'est la gestion du mécanisme. Pour ceux-là, les détracteurs, ceux qui continuent de dire que ça n'a pas servi, ça enrichit. Les gens vont jusqu'à dire que ça enrichit une couche de Togolais, certainement des gens qui sont à la tête de cette structure. Bon, donc, peut-être ils ont raison, je n'ai pas les preuves. Je disais que j'avais beaucoup échangé avec Madame Myriam Doussou. Bon, donc, comme c'est fait pour faciliter, pour alléger les soins aux populations, surtout aux fonctionnaires, parce qu'il faut estimer, maintenant c'est étendu même jusqu'au niveau des couches non organisées, et ce qui est une bonne chose. Quand nous, en tant que conseillers municipaux, nous aussi nous avons besoin, enfin, nous ne sommes pas sous l'INAM, mais quand même aujourd'hui nous sommes assurés par NCA, on peut aller se faire soigner. Et nous payons 20% et puis l'État paie 80%. Donc c'est une bonne chose. Je ne me suis pas encore fait soigner. Je n'ai jamais acheté de produits pour le moment. Mais je pense que ça aide les collègues conseillers municipaux. Donc pour l'INAM, c'est une bonne chose. Mais je crois que les critiques qui continuent, donc il faut qu'on tienne compte de ces critiques-là et pouvoir améliorer prochainement sur la bord. Donc ce qu'il faut décider, ce qu'il faut dire aujourd'hui, Madame Myriam Doussou est devenue ministre, donc elle ne va pas continuer à cumuler. Il faut qu'elle arrête de cumuler et que quelqu'un d'autre soit nommé à la place de l'INAM pour être plus efficace, puisqu'elle est ministre du développement à la base. Elle n'a pas assez de temps. Elle n'a pas assez de temps là-bas, donc pour pouvoir gérer aussi l'INAM. Donc il faut trouver un Togolais, une Togolaise de ce côté-là pour pouvoir assurer ses charges. Pour faire face à l'avenir, ça passe parce que Pasteur Rido, comme il a dit aussi, nonobstant le travail fabuleux, il faut assez de temps pour que la concentration soit au rendez-vous. Oui, et bien évidemment, mais j'aimerais en fait rebondir sur l'aspect qu'il a évoqué en disant que voilà, le mécanisme a fait enrichir certains. Vous savez, c'est vrai, lorsque vous prenez un peu le parcours, les gens ne se sont pas rendus compte. En réalité, vous allez prendre même avant même de voter cette loi-là. Il y a eu l'inspection d'État qui était même allé là-bas, il a passé des moments et tout est passé au peigne fin. Mais avant même l'inspection d'État, chaque fois, il y a véritablement des audits qui sont donc passés, c'est vrai. On a mis ce mécanisme qui devenait un peu plus encombrant, puisque à tout moment, il faudrait qu'on envoie parce qu'il y a eu tel collaborateur de la boîte qui allait dire telle chose, il y a eu telle voiture qui a été affectée pour telle mission, il faudrait quand même qu'on aille fouiller, voir réellement ce qui a été fait. Et vous savez, lorsque nous allons toujours rester au Togo, en pensant véritablement que les gens c'est l'autre qui est là, il fait toujours mal et je suis le meilleur. Sans penser véritablement à voir l'efficacité et le rendement que cela a donné. Je pense qu'aujourd'hui... Non, personne n'est contre l'initiative. Je ne dis pas le contraire. Personne n'est contre. En fait, il y a eu un rendement qui a été fait. Peut-être les gens disent que le caractère obligatoire, pourquoi il faut obliger les gens? Non, il faut qu'on analyse d'abord. Vous prenez par exemple Mugette, mutuelle générale. Oui, c'est pas la même chose. Ici, qui est aussi vraiment qui a fait son travail. Mais ici, un problème pour les enseignants. Il y a eu une autorité de l'État
et à qui incombe la santé des Togolais. Et on l'a vu récemment donc avec la Covid-19. Vous avez encore 30 secondes. Pratiquement, l'État est intervenu pour permettre à ce que la santé des Togolais soit assurée. Donc c'est cet État-là qui dit qu'il faudrait quand même que j'assure la santé des Togolais. Voilà le mécanisme que je mets en place. Il faudrait quand même qu'on puisse aider, chacun puisse s'entraider pour permettre aux Togolais d'avoir cette santé-là. Germain Poli, le reste, oui, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut rendre obligatoire cette assurance-là, comme dans d'autres pays développés, parce que, en fait, volontairement, les gens n'ont pas envie de contribuer. Ils croient que le jour où ils seront malades, ils pourront se soigner. Malheureusement, il y a plusieurs situations où, quand vous faites la comparaison, peut-être si vous cotisez 1000 francs par an, je donne un exemple comme ça, et par mois par exemple, sur un an, ça fait 12 000, et quand vous tombez malade, vous ne dépensez pas 12 000. Même si sur 2 ans, vous ne tombez pas malade, ça ne fait que 24 000. Mais le jour où vous tombez malade, vous avez besoin de plus de 50 000. Ouais. Donc, c'est que vous gagnez dans tous les cas. Aujourd'hui, il y a possibilité, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan. Ce dont on n'a pas l'habitude. Voilà, donc pour voir si tout va bien, pour prévenir. Donc, les gens doivent savoir que c'est vraiment intéressant de le faire. On ne sent pas ce qu'on cotise, parce que c'est insignifiant, mais quand la maladie arrive, généralement, c'est très compliqué. Donc, il faut toujours la pédagogie, parce que les gens veulent comprendre. Donc, il faut toujours la pédagogie. Pour faire comprendre aux gens le bien fondé, je pense que cette pédagogie-là, Myriam de Selinkan. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Quelle aide à une autre personne. Elle est là pour le moment. Pasteur Edo Kobi, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Votre ami, il va bien. Adimas Tikodo. Je crois qu'il se porte bien maintenant. C'est le temps pour lui de se faire soigner. Ouais. Dimas, on pense toujours à vous. Merci également à vous, Adam Adjronou. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Germain Poli. Merci pour l'invitation. Allez, merci. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.